Salut tout le monde, bienvenue au Canadien Gangster Podcast. Aujourd'hui, on est quoi? On est rendu au 19e épisode. Ben oui, aujourd'hui, j'ai un invité. Je sais que ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu d'invité. Je pense que ça faisait 3 semaines. Le dernier, c'était Xavier Aloui, qui était un très bon podcast. En passant, j'ai eu beaucoup de commentaires positifs. Puis aujourd'hui, je reçois Lévi Labrie, qui est mon coach de Muay Thai. Super intéressant. On a parlé de sa carrière. J'ai vraiment aimé ça. Moi, je connaissais pas vraiment. Je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il avait fait dans le passé. Mais je savais qu'il s'était battu déjà contre Kevin Lee, donc on en a parlé un petit peu. Mais pour le reste, je connaissais pas vraiment son histoire. Donc j'ai vraiment trouvé ça super intéressant. Puis là, avant de commencer, j'aimerais ça féliciter Caroline, qui a gagné les bets, le MMA Pool pour. C'est lequel ça? C'était pour Holloway contre Poirier. Fait que félicitations à Caroline. Super bon pick qu'elle a fait. Je vais vous dire c'est quoi qu'elle a fait. Elle a pris 3 unités sur Poirier qui a gagné, c'est un underdog. Elle a pris 3 unités sur Adesanya qui était favori, mais quand même un très bon bet. 2 unités sur Anders qui a perdu, lui, qui a pas mal tous les betters sur Internet disaient qu'elle allait gagner, qu'elle allait vraiment tuer son adversaire, qui était Roundtree. Mais finalement, Anders... il a pas show up, il a même pas essayé de l'amener au sol en fait. Puis Roundtree il était vraiment trop fort debout. Puis elle avait 2 unités sur Mohamed. Fait que finalement, Caroline, beau travail, t'as fait plus 6,61 unités pour la soirée. Donc c'est toi qui as eu le meilleur score. Donc beau travail. Puis là, je pensais faire pour le futur. En tout cas, je vais vous poser la question là, si ça vous intéresse. Là. Mais faire des mini-pools avec les auditeurs, donc à chaque mois, faire une espèce de petit pool entre vous pour savoir qui c'est qui est le meilleur ce mois-là. Puis qu'est-ce que je ferais, c'est que je partirais... j'ai déjà parti mon Patreon, puis là, je vous demande la question, là, si vous seriez prêt à payer un petit montant justement pour que le gagnant reçoive un prix. Tu sais... ce serait sûrement des prix que je reçois du UFC, donc des sacs de UFC, des espèces d'affaires comme ça. Puis l'argent, au fond, je l'utiliserais juste pour envoyer le stock à la personne. Mais je me demandais si ça vous intéressait. Et si oui, combien vous seriez prêt à payer? Est-ce que ce serait 2$, 3$, 5$? C'est sûr que bon, plus le montant il grossit, plus les prix ils vont être gros. Puis les autres choses, j'aimerais ça faire aussi, c'est faire signer des trucs aux combattants du Tristar pour les faire gagner. Ça aussi, ça serait intéressant. En tout cas, si vous avez des suggestions, envoyez-moi-les. Puis je vous pose la question tout de suite, là, est-ce que ça vous intéresserait que je parte ça tranquillement, pas vite, puis que sûrement l'année prochaine, ça devienne quelque chose de plus gros, là, que vraiment vous pourriez participer au Don Bob. Donc c'est ça, je vous pose la question. Vous pouvez m'envoyer la réponse en privé ou en commentaire, ça ne me dérange pas. Et sinon, j'ai-tu d'autres choses à dire aujourd'hui? Je pense que j'ai rien d'autre à dire. En fait, non, j'ai quelque chose d'autre à dire. Si vous voulez participer aussi pas participer, mais plutôt commanditer le podcast ou commanditer le pool de MMA, vous pouvez me contacter aussi. Je cherche des commanditaires présentement. J'essaie de monétiser un petit peu le podcast présentement là, parce que bon, je perds de l'argent à chaque semaine avec ça. Fait que c'est ça. Là, j'essaie de commencer à monétiser tranquillement, mais je veux pas faire payer pour les épisodes. Ça, c'est pas quelque chose que je veux faire pour le futur. Donc, j'essaie de trouver d'autres moyens de faire ça. Puis, je pensais que un espèce de pool par mois, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, c'est ça. Là, je fais ça rapidement parce que on est Pâques. Joyeux Pâques en passant à tout le monde. Là. Puis, je reçois du monde. Fait que... Ma blonde, je pense qu'elle est pas bien contente que je suis en train d'enregistrer ça pendant qu'elle a fait le ménage. Fait que c'est ça. Dites-moi ça dans les commentaires ou en privé, puis je vais vous répondre, puis je vais tout lire ça. Fait que merci et bon podcast. C'est ça, je l'étudie, c'est qui aujourd'hui? Lévi Labrie, mon coach de Muay Thai, de striking. Super bon podcast. Hey, en passant, là, j'ai déjà enregistré le prochain épisode, donc les 2 prochains épisodes, c'est des invités. Ça va être très cool. Fait que c'est ça. Bonne écoute. Bye bye. I just
wanted to be a Canadian gangster. That's it. I mean, dude, I have a stash. I say sorry. I cry. I don't give a fuck, man. People think I'm local. It's just the beginning. I'm telling you the truth. It's just the beginning. Yeah, you know, it's done. I mean... Ouais, j'aime bien la communication, mais je pense pas que c'est encore viable au Québec, un podcast de MMA. Là. Tu sais déjà qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts que le gars est capable de gagner sa vie comme ça. Là. Il y a Sous-Écoute, il y a Mike Ward, il y a peut-être... Ouais, ça fait des années, man, qu'il est là-dedans. Plus, ouais, mais ça fait des années. Ben, c'est vraiment le OG là, au Québec. Là. Puis l'autre, c'est qui d'autre? Il y a Jerry Alain, man, qui fait des bons podcasts aussi. Il fait encore des spectacles, Mike Ward? Ou... Ouais. Ben, en fait, il essaie de connecter les deux. Fait qu'il fait vraiment beaucoup sa promo avec son podcast. Mais, tu sais, c'est ça, il y a vraiment une espèce de produit à côté de son podcast. Là, fait que s'il fait les deux, c'est là que tu fais un bon salaire. Mais c'est pas encore rendu comme Joe Rogan, que vraiment, lui, il gagne des... Les sponsors qui l'aident beaucoup, hein, lui, je pense. Ouais, lui, c'est les sponsors. Il n'y a même pas de Patreon. Okay. Mike Ward, comment il fait son argent, c'est vraiment dans les Patreons, puis aussi dans les sponsors, là, mais c'est beaucoup avec les Patreons, c'est que le monde sont prêts à vraiment l'aider. Là. Okay. Tandis que Joe Rogan, c'est vraiment à 100% des sponsors. Mais tu sais, Joe il fait beaucoup d'argent. Bon, ouais. C'est des centaines de milliers. Là. Oui, ben. Non, c'est pas des millions par année, en fait. Là. Mais les chiffres étaient sortis. Mais. Tu sais, il fait beaucoup de podcasts. Là. Des fois, c'est 2-3 par semaine. Okay. Je pense que c'était seulement un par semaine. Non, Joe Rogan, là, c'est une machine. Là. Puis, il annonce rien. Là. C'est comme, ça sort cette journée-là. Hey, aujourd'hui, finalement, il y a un tel qui vient, puis personne ne le savait. Puis finalement, ça c'est ça. Okay. Puis des fois, c'est quand même des surprises. Comme je pense que il y a 2 semaines à peu près, c'était Kevin Hart qui... Pas rapport, tu sais. T'as écouté? Ouais, je l'ai écouté. Ben, je suis en train d'écouter. Okay. L'as-tu écouté, toi? Non, je peux pas écouter encore. C'est drôle ou c'est plus... ouais, non, c'est drôle. C'est... Tu sais, c'est un gars motivé, là, Kevin Hart, là. Puis il est vraiment... il est vraiment intense, là, mais il me fait quasiment penser à un gars qui fait des conférences, tu sais, pour la motivation, là. Okay. Mais non, c'est le fun. Ben, pour l'instant, c'est bon. C'est quand même drôle. Okay. C'est pas extrêmement drôle, mais c'est tu sais, c'est ça. C'est un gars de motivation. Le dernier que j'ai écouté, c'était avec c'est lui qui se fait plein d'histoires, le gros monsieur. Là. Alex Jones? Man, c'était parfait. J'ai écouté ça de nuit, puis la nuit a passé vite. Oui, c'était malade. Pour le micro, tu peux l'avancer un petit peu plus. Okay. Puis tu sais, tu peux jouer avec de même. Up and down. Okay. Ouais. Puis tu essaies de le mettre quand même proche parce qu'on veut t'entendre. Donc aujourd'hui, salut tout le monde, je suis avec Lévi Labrie. Il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé de l'inviter. En fait, beaucoup de monde. OK. Je me sens spécial en ce moment. Ouais, non, c'est ça. Ben, il y avait beaucoup de monde qui était intéressé pour voir comment tu voyais au fond le coaching de striking en MMA. Donc je pense que ça intéressait pas mal de monde. Puis ben, je suis bien content que tu sois là. Je vais quand même l'avouer que je ne l'ai pas t'invité trop tôt dans mon podcast parce que je ne voulais pas avoir l'air du gars qui invite juste ses amis, mais là, je me suis dit, fuck off, si je vais le faire pareil. Merci de l'invitation, Olivier. Ouais. Fait que toi, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'on est ensemble? Ça fait 3 ans, ça fait 6 camps d'entraînement, je crois, mais je pense qu'il y avait eu un combat. La première fois, ça avait été cédulé avec Gilbert Burns, ça avait été cancellé la semaine même du combat. Mais on peut compter ça comme, regarde, on avait tout fait le camp d'entraînement ensemble, fait que c'est pratiquement... c'est 6 combats. Ouais, 6 combats. 6 combats. C'est ça, on avait commencé ensemble avec Thibaut Gauthier, si je me souviens. Thibaut, ça fait au moins 3 ans de ça, facile, 3 ans et demi. Ouais. Ça passe vite. Et puis toi, ça fait combien de temps là, que tu coaches? Moi, j'avais commencé peut-être un 5-6 ans que j'ai commencé à coacher. Peut-être 7-8 ans. J'ai commencé un petit peu avant toi, finalement. J'ai commencé à coacher quand même à un très haut niveau, facilement. Je dirais pas facilement, mais rapidement. Dans le fond, j'avais juste eu Joanie. J'avais eu Danny aussi avant toi. Puis ça, Joanie, tu l'avais parti de Ground Zero. Ground Zero. Puis c'est quoi, elle était devenue championne? Elle était devenue championne, on peut dire championne canadienne. C'est l'organisation Fight Quest. Selon moi, c'est une organisation qui est très crédible au niveau amateur. C'est surtout des gens du Québec et de l'Ontario, le Québec au complet.
une partie de l'Ontario. C'est une promotion qui est très crédible. Puis Joanie, on a fait 3 combats ensemble. Puis le 3e, c'était pour la ceinture. Puis c'est en MMA ça ou en K1? C'était en MMA. Oh, Ouais, wow, ouais, ok. ouais. Ouais, elle a seulement fait 3 combats de MMA. Elle a jamais fait le Muay Thai. Puis elle avait pas beaucoup de sol, là, je pense. Regarde, elle avait fait son sol un petit peu avec moi. Puis après son premier combat, vu qu'il y a moins de femmes, le niveau des... je veux dire, tu peux grimper les échelons un petit peu plus rapidement, vu qu'il y a moins de femmes. Donc, à son 2e combat, elle va affronter quelqu'un de très compétent. Son 3e, encore plus compétent. Je l'avais commencé avec moi pour son premier combat, à travailler du sol un petit peu. Ensuite, j'avais demandé de l'aide à H2O. Ouais, Ouais. ben moi je m'en souviens, j'avais donné un cours privé quand même Exact. à Joanie une fois. au Ouais, bout. t'étais venu à Ville-la-Salle pour Ouais, faire ouais. ton cours. Puis là, présentement, toi, t'es coach, ben, tu te déplaces quand même au H2O, tu te déplaces aussi au Tristar, mais t'es coach aussi à Kanawagi, si je À me trompe pas. Kanawaki, exact. C'est le gym de Stéphane Vigneault. Moi, je m'occupe de tout ce qui est stand-up, Muay Thai, boxe. Thierry Kenville s'occupe de la section qui est plus grappling, Brazilian Jiu-Jitsu. C'est lui qui s'occupe de ça. Avant ça, Stéphane coachait un petit peu aussi, mais là, c'est vraiment juste moi, Thierry. Il y a Éric Gouron aussi, qui est un black belt, Gracie Barra. C'est quand même, c'est pas une grosse école, mais il y a des coachs très compétents, Mhm. coachs très solides. T'es rendu avec combien d'athlètes là, qui se battent? Professionnel, Ouais, professionnel. Ben, même amateur, tu sais. facilement une dizaine. Une dizaine? Ouais, facilement une dizaine. Je pense que les prochaines années, ils vont être assez occupés aussi. Là. Puis là, tu me dis amateur, professionnel, mais juste pro, t'en as combien? Pro, ben, Pierre, jeudi soir, ça va être son premier combat professionnel. Johan Ouais, Lemay. c'est ça, là, le podcast, on va le mettre dans 2 semaines, là, fait que Ok. tout ça va être passé. Fait que t'es mieux de me dire des bonnes... Excellent. Sorry, guys. Je vais me reprendre. Ils sont-tu prêts? Ils sont prêts. Ouais, c'est sûr qu'ils sont prêts, mais regarde, c'est comme... Fait qu'il y on avait peut- Pierre, tu disais, il y avait Johan. Team White Yeah, Lion. Team ouais. White Lion, exact. Puis ils sont prêts, regarde, c'est des gens qui travaillent extrêmement fort. Moi, je pense que c'est la qualité première à avoir chez un combattant, c'est le cœur, la grosseur du cœur. Si tu n'as pas de cœur, tu ne vas rien accomplir. Puis je pense que les deux, ils ont vraiment un cœur énorme, là. Pierre et Johan. Puis toi, es-tu capable de vivre de ça présentement, le coaching, ou faut que tu aies un job à temps partiel? Moi, aussi? je fais ça vraiment beaucoup par passion. J'ai une job à temps plein, plein, mais à la fin du mois, je travaille seulement 15 jours par mois. C'est un horaire que j'ai à l'avance. C'est collège militaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. C'est payant. Je serais capable de gagner ma vie avec ça. J'ai aucun problème. Par contre, j'ai besoin d'autre chose dans ma vie. Je suis pas le style de gars qui va faire du 9 à 5, puis rentrer à la maison, écouter des téléromans. J'aime bien coacher, puis je le fais par passion, puis je suis entouré de personnes qui sont super le fun aussi, ils sont super gentils avec moi, puis je sens que je leur donne quelque chose qu'ils apprécient aussi. Je les aide pas juste à l'entraînement, je pense que je les aide au niveau personnel aussi. Là. Ils se confient beaucoup à moi, puis c'est vraiment par passion, je te dirais. Mhm. Ouais. Parce que je sais qu'il y a quelques années, quand même, tu avais 3 jobs, je pense. Là. Tu travaillais aussi au Sears, comme... Je travaillais au Labé. Au Labé, c'est ça? Au Labé Labé. Centre-Ville, ça c'était un 40 heures. J'avais une petite école, c'était 40 heures par semaine. J'avais une petite école à Ville-la-Salle aussi, que c'était 3 cours par semaine, en plus de quelques cours privés ici et là. Mais, C'est ça, à chaque fois qu'on faisait des cours, t'arrivais genre cerné. Mais c'est ça. J'ai comme, hey, t'as-tu dormi? Non, je suis venu ici direct. On parlait de passion, mais Ouais. ça, c'est de la passion. Là. Je veux dire, regarde, un coach se doit travailler pour l'athlète. Il ne se doit pas prendre ses intérêts personnels à lui avant ceux de l'athlète. Moi, c'est de la façon dont je vois ça. Fait que s'il n'y a pas de passion, si tu fais ça pour l'argent, il va toujours en manquer ou tu vas toujours en avoir trop. Je pense que c'est 100% de passion. Ouais. Puis je m'attends à la même chose de mes athlètes aussi, quand même. Si je leur donne 100% de moi, je m'attends qu'ils me donnent 100% aussi. Ouais. De cette façon-là, je pense que les deux, ils peuvent faire un long chemin. Ils peuvent progresser ensemble Exact. facilement. Ouais. Puis moi, j'ai su tes histoires, là, fait que j'aimerais ça les avoir un peu. Je sais que tu as eu des histoires d'arts martiaux, qu'il a fallu que tu utilises les arts martiaux que tu connaissais au Sears quand tu étais sécurité. Labé. Au Labé. Ouais. Moi, j'aime trop Sears pour ça. Ouais, mais Sears, c'est encore ouvert, ça, Sears? Je sais pas. Je pense Au que Labé. c'est encore ouvert, ouais.
La baie Centreville, c'était dans le fond. Parce que ça brassait quand même. Là. Le monde, il pense que c'est juste dans les bars que ça brasse, mais au Labé, là, c'est it's the place. Là. Il y a eu une période que je faisais un petit peu moins d'arts martiaux. Et puis, pendant cette période-là, je travaillais au l'abbé Centreville sur Sainte-Catherine. Et puis, regarde, c'était un job extrêmement dangereux. Là, on n'était pas armés. Mon travail consistait à attraper les voleurs et les fraudeurs. Puis, souvent, regarde, les gens qui volent au centre-ville, c'est parce qu'ils ont besoin de drogue. Ça leur prend de la drogue rapidement. Fait qu'ils sont prêts à se défendre, ils sont prêts à tout. Puis, à chaque intervention qu'on faisait, par contre, on était en moyenne 6 agents sur le plancher. Puis c'était des 6 agents à chaque jour. Oh, à wow. temps plein. Fait que c'était 9 par jour parce qu'il y avait une équipe qui faisait 10 à 6. Il y avait une équipe qui faisait de midi à 9 pour faire la fermeture. Fait qu'il y a des stretches qu'on était 9 agents sur le plancher. Puis on n'était pas trop là. Puis c'est important aussi, le monde avec qui je travaillais, je m'attendais à ce qu'ils soient aussi compétents que moi. Tu sais, je veux dire, moi je protégeais leur bac. Puis je m'attendais à ce qu'eux protègent le mien aussi. Mhm. S'il y avait des interventions que j'avais eu peur d'y aller, si j'avais peur, ça serait peut-être passé quelque chose si mes partenaires n'avaient pas été compétents aussi. Là. Il y a des fois que il y avait des seringues qui étaient impliquées, il y avait des armes qui étaient impliquées. Il y a des gars qui sont attaqués avec des seringues. Je me suis Ça, fait je courir savais après pas. avec une seringue. J'ai jamais couru aussi vite. J'ai jamais couru aussi vite. Ouais, non, je pense que j'ai C'est quoi peut-être que tu regardé l'as derrière moi, peut-être une fois, sinon je Ok. courais juste en ligne droite, puis je voulais pas. Souvent lorsqu'on les attrapait, la seule chose qu'ils voulaient, c'était pas se faire prendre. Ils voulaient pas nous suivre à l'intérieur. Mais cette fois-là, le gars voulait pas se faire prendre, ça c'est sûr, mais je pense que le gars voulait réellement me blesser aussi. Là. Tu sais, je l'avais vu fouiller dans sa poche, puis je l'avais vu sortir une seringue, puis il était parti courir après moi. Là. C'était quasiment... il y avait une face de zombie ou presque. Là. Mhm. Mais c'est sûr, ce gars-là, il était sous l'influence de drogue forte. De qu'est-ce qu'il y avait dans la seringue il n'y a pas si longtemps. Ben, exactement. Puis regarde, j'avais regardé en arrière de moi juste une fois, puis j'avais couru. Puis c'est-tu une des raisons pourquoi tu as laissé cette job-là? J'ai laissé ce job-là, surtout pour ça, oui, c'est parce que c'était très dangereux. J'ai une famille, j'ai 2 enfants, j'ai 2 petites filles. Pendant ce temps-là, ma blonde, en secret, avait préparé mon CV et puis l'avait envoyé un petit peu partout. Fait qu'à un moment donné, je reçois un téléphone, puis c'était la base militaire qui m'appelait pour une entrevue téléphonique. Ok, je pensais que tu avais encore t'avais la base militaire dans ce temps-là. Ok. J'ai fait l'AB à temps plein. J'ai fait base. Ensuite, j'ai transitionné vers base militaire. Mais je faisais les 2 jobs en même temps, en plus de coacher ma gang à Ville-la-Salle. Fait que ma blonde a envoyé des CV, puis le téléphone a sonné, puis c'était une première entrevue, mais j'avais aucune idée. Fait que, Hey, ça c'est nice. C'est quand tu reçois un appel, puis tu sais même pas c'est qui, puis c'est une entrevue. Là. Mais je pense que ça m'a aidé à travers la première entrevue, parce que ça m'a comme détendu. Tu sais, je veux dire, j'ai comme viré ça en face. J'ai pas appliqué nulle part. Je comprends pas pourquoi vous m'appelez. Fait que là, elle a commencé à tout énumérer mon nom, où c'est que j'avais travaillé, puis c'était bien moi. Puis là, regarde, j'ai fait le lien dans ma tête un petit peu. C'est quoi t'as dit? Ah, c'était une joke que je te faisais depuis 5 minutes. Non, je veux dire, regarde, avec la situation s'est bien passée, puis on a fait l'entrevue, ça a duré 15-20 minutes. Après ça, je suis allé à une deuxième entrevue, puis regarde, ça a fonctionné, là. Ça va faire 5 ans que je suis là. Ouais, Ok. je pense. Un petit peu moins, peut-être. Tantôt, tu disais qu'il y avait une période dans ta vie que tu faisais un petit peu moins d'arts martiaux. Toi, ton dernier combat en MMA, ça a été contre Kevin Lee. Yes. Pas beaucoup de monde qui le savent, mais Kevin Lee s'est déjà battu au Québec. Je pense qu'il était sous Stéphane Patry, Exact. sous TKO. Puis un de ces combats-là au Québec, c'était contre toi. Ouais. Euh, Le combat était sur YouTube, mais là, je pense qu'ils l'ont enlevé, probablement pour protéger Ouais. Kevin. Peut-être pas, mais c'est ça, je voulais l'écouter, je pense, il y a une couple de semaines, puis il était pas là. Il est là, mais genre, c'est filmé à partir d'une caméra bidon de son coin. Hmm. Je l'ai pas écouté, là. Mais ouais, c'était contre Kevin Lee. Ça a été ton dernier combat. Puis c'est pourquoi après ça que t'as décidé d'arrêter? C'est-tu parce que t'avais l'impression de t'être battu contre un gars inconnu,
que t'étais pas supposé perdre contre ce gars-là? Ou, Et c'est sûr qu'on n'envisage jamais la défaite pendant le camp d'entraînement. J'avais jamais perdu non plus au niveau amateur. C'était vraiment... J'aurais préféré perdre au niveau amateur que perdre au niveau professionnel. Mhm. Et puis, quand je suis arrivé en face de ce gars-là, mais regarde, j'ai mal performé. C'était peut-être juste une mauvaise soirée. Ou, regarde, ça demeure Kevin Lee aussi. J'avais arrêté, c'était surtout cause familiale. Ça prend beaucoup de temps, tu le sais. Je veux dire, regarde, j'avais un job, puis c'est un sport qu'il faut... Tu peux pas faire ce sport-là à moitié. C'est minimum 15-20 heures d'entraînement par semaine. Mhm. Puis, tu sais, des fois, je manquais du boulot pour aller m'entraîner. Puis, ça commençait à être trop, là. Ça commençait avec les enfants. Je me suis acheté une maison pendant ce temps-là aussi. Fait que j'ai dû prendre un choix. Puis, peut-être à ce moment-là, ben, j'avais peut-être pas le support nécessaire au niveau peut-être du monde qui aurait pu me dire, Lévi, regarde, tu peux pas arrêter, tu sais, continue, venir t'entraîner. Puis, une espèce de support émotif, peut-être. Là. Fait que tout ça mis ensemble, j'ai pris la décision j'ai pas accroché mes gants de façon officielle, mais regarde, c'était mon dernier combat. Là. Puis, j'ai appris beaucoup de ça, mais comme je te dis, j'aurais préféré perdre au niveau amateur au niveau professionnel. Quand j'avais 2 victoires, aucune défaite déjà au niveau professionnel. Fait que si je remportais celui-là, à 3 victoires, aucune défaite, je pense que les promoteurs commencent à mettre un petit peu... Plus d'enfants. Puis Ouais. lui, c'était quoi sa fiche? C'était son premier. Lui, c'est son premier combat. Par contre, aux États-Unis, les règles au niveau amateur, c'est pratiquement les mêmes que nous au niveau professionnel. Puis je pense que Kevin, il était 11 victoires, aucune défaite, genre, au niveau professionnel. Puis avais-tu vu des combats de lui avant? Ou, J'avais vu quelques extraits. J'avais pas... c'était très difficile Regarde, ce combat-là, ça fait au moins 6 ans, je pense, contre Kevin Lee. Tu sais, c'était pas... YouTube il y avait moins de séquences. Je veux dire, aujourd'hui, tu veux voir un combattant, tu tapes sur YouTube, puis il risque de sortir quelque chose. Je m'étais fait dire que c'était un kickboxer. Ah ouais? Je m'étais fait dire que c'était un kickboxer. Fait que, C'est qui t'avait dit ça? c'était mon agent. Ouais, C'est mon qui agent. ton agent dans ce C'est temps? Mitch. OK. Mitch. Puis regarde, ça s'était fait rapidement. Regarde, je pense que on avait accepté ce combat-là un 2 semaines. Fait qu'il avait probablement pas fait les recherches nécessaires. OK. Puis encore une fois, tu sais, c'était difficile dans ce temps-là de trouver beaucoup d'informations aussi sur les combattants. Puis regarde, c'était un excellent lutteur. Je pense qu'il y avait une centaine de combats de lutte avant qu'on s'affronte aussi. Oh wow. Plus les combats Puis là, il est rendu, tu sais, il s'est battu quoi, 2 fois? Une fois pour la ceinture. Ouais. Il va se battre contre Dos Anjos. Ouais. Ça, c'était la fois qu'il y avait une grosse infection en plus. Fait que je sais pas si on peut le juger à 100% par rapport à ce combat-là. C'est le premier round, il avait quand même très bien fait contre C'est vrai. Ferguson. Puis, t'as-tu regretté d'avoir pris cette décision-là? Ouais, c'est probablement un des seuls regrets que j'ai dans ma vie, là, je pense, c'est de pas avoir continué ce chemin-là, puis de continuer à m'entraîner, puis peut-être les pièces qui me manquaient, ben, j'aurais peut-être pu aller les chercher ailleurs. J'aurais dû... mais c'est ça, regarde, je pense que j'avais personne à ce moment-là pour me dire Lévi, là, c'est pas grave, c'est juste une défaite, puis retourne au gym, puis that's it, là, mais regarde, je l'avais pas fait, puis c'est des regrets, mais c'est des regrets que je suis capable de vivre avec, là, je veux dire, ça m'a amené où est-ce que je suis aujourd'hui, puis j'ai la même passion envers le sport, mais différemment, tu sais, je cours pas les risques, je suis pas comme toi, puis tous les autres combattants. Vous autres, vous courez tous les risques, c'est sûr. Quand c'est de la gloire, c'est une gloire énorme. Quand c'est une défaite, mais c'est super triste aussi. Là. Mais j'ai du regret, oui, mais avec le temps, regarde, je pense que ça va passer. Là. Puis, t'aimerais-tu ça te rebattre un jour ou non? Je pense que j'aimerais ça me rebattre, honnêtement, oui. J'aimerais ça me rebattre avec toutes les compétences que j'ai acquises en enseignant aussi. Je pense qu'au niveau technique, je suis beaucoup meilleur maintenant. C'est sûr que la cardio, il est moins là. C'est sûr qu'il faudrait que j'ajuste beaucoup de choses. Je pourrais pas coacher, je pourrais pas faire les deux à un niveau professionnel, selon moi. J'ai besoin de travailler aussi, j'ai pas le choix, je paye ma maison, puis j'ai une fille au secondaire, puis j'ai besoin de payer mes billes aussi. Faire les deux, je pense que ça serait pas possible. Si jamais je gagnais peut-être un 100 000 à la loterie, là, probablement que je me prendrais un 6 mois, puis
Oh, ouais. Ok, tabarouette, toi, c'est rien de moins, là. Si Non, tu veux, mais- voilà. Ça coûte cher une maison, là. Ouais, Tu sais, non, je veux dire, ça coûte cher des enfants aussi. Puis, regarde, mais je pense que ça serait c'est peut-être la seule chose qui me stoppe en ce moment, c'est mon horaire. Mhm. Ouais, mon horaire. Puis comme je te dis, si je serais capable de dire non à mon emploi pour 6 mois, exemple, je pense que je le ferais. Je l'essayerais en tout cas. Je rentrais dans un régime d'entraînement qui me ferait voir si ça me tente vraiment de faire un combat ou non. Là. Ouais, de recommencer. Exact. De voir comment je deal avec la routine, avec les coups aussi. Je veux dire, quand tu prends de l'âge, je pense que notre cerveau il est moins. Je pense que ton menton il est un petit peu moins solide. Tu deals un petit peu moins bien avec les punches, peut-être. Ouais. Fait que tu sais, ça comporte beaucoup de choses pour un combat. Fait que je peux pas te donner une réponse rapide. À l'intérieur de moi, c'est sûr que si tout serait en place, je ferais un autre combat. Ouais. Que ce soit MMA ou Mixed Martial Arts. Je ferais MMA ou Muay Thai. Ok. Je le ferais. Puis le fait que tu sois coach, es-tu capable quand même d'aller chercher un certain feeling, les émotions que tu retrouvais quand tu étais athlète, ou c'est très différent comment tu... C'est différent. Sens ça. Il y a des fois que j'aimerais être mieux à la place. J'aimerais ça être à la place de mon athlète, à la place de mon combattant. Parce que des fois, je le sens qu'il est un petit peu stiff, un petit peu stressé. À partir de ce moment-là, avec l'expérience que j'ai, je prendrais sa place, oui. Mais au niveau émotif, à travers toutes les semaines d'entraînement, ça me fait triper, c'est sûr. Je les vois progresser. Le soir du combat, c'est le fun. C'est toutes les UFC Week qu'on a fait ensemble. T'es-tu autant stressé quand t'es dans le coin d'un athlète que quand tu te battais? Ou Ça dépend quel athlète. Ok. Ça dépend quel Ceux que athlète. t'aimes moins, là, t'es moins stressé. Non, je sais pas, il y a des athlètes avec lesquels je suis peut-être un petit peu plus proche, c'est qu'on communique mieux, tu sais, il y a beaucoup de mes élèves qui me textent à minuit le soir, puis quand je me réveille le matin à 5 heures, puis ils m'ont texté 3-4 fois pendant la nuit, tu sais, ils ont besoin d'un petit peu plus de support peut-être, mais le feeling est le fun, le feeling de la victoire, c'est très comparable. C'est comparable, pourquoi? Parce que, veux pas, en tant que coach, on y met les efforts aussi, on y met les sacrifices aussi. Tu parlais tout à l'heure que des fois, je suis mis à travailler à 6 heures le matin, puis à 10h30, j'étais au gym avec toi. Mais tu sais, ça, c'est des efforts. C'est des efforts qu'à la fin, quand on gagne, c'est super le fun. Ça se compare très bien au fait que quand je gagnais, quand j'étais combattant. Là. C'est très proche. Très proche. Puis, Quand on perd, c'est moins grave, par exemple. Ouais. Quand on perd. quand on Merci perd. de dire ça, Lévi. Toi, c'est où que tu as commencé? Parce que ça fait longtemps que tu as commencé les arts martiaux mixtes. Les arts martiaux, en fait, je crois, tu as été longtemps dans les camps d'entraînement de Georges. Je pense même que tu étais allé en voyage durant ces camps à Albuquerque, si je suis capable de dire le nom comme il faut. Là. New York. Ouais. C'est où que tu as commencé ça, les arts Moi, martiaux? ça fait presque 20 ans que je fais les arts martiaux. Moi, j'habitais à Rivière-du-Loup. J'habitais à Rivière-du-Loup jusqu'à 18 ans. J'ai commencé les arts martiaux, j'avais 14 ans. C'était le système d'arts martiaux était la boxe chinoise. C'est un système qui est très comparable à la boxe thaïlandaise. Il y a juste un petit peu plus de grappling. On avait le droit de prendre le gars et le mettre au sol. On n'avait pas le droit de continuer au sol. Il y avait des souplexes, un petit peu comme Kong Lee faisait un petit peu. C'est comparable un petit peu, le même style. C'est un système de combat très complet. J'ai fait ça un an et demi avant de faire mes premiers combats. C'était des smokers, là, c'était plus des combats inter-gym. Le full contact n'était pas légal. Dans celle-là, le full contact, t'as pas les Le gars? full contact n'était pas légal. Donc, les premiers combats officiels que j'ai faits étaient à l'extérieur du pays. Ok. Étaient aux États-Unis. Puis ça, c'était vraiment du MMA ou c'était... Ça, c'était boxe chinoise. Ok, Il y avait les poings, il y avait les genoux, il y avait les coups de pied aux jambes, il y avait les coups de pied au corps, coups de pied à la tête. On pouvait pitcher le gars au sol, mais on pouvait pas continuer au sol. Ok. Il y avait pas... J'avais jamais fait ça avant de joindre le Tristar à Montréal. Ok, fait que c'est vraiment... La boxe chinoise, c'était vraiment interdit. C'est-tu aussi interdit, le Muay Thai ou... Le ouais, ben, je pense que C'était juste la boxe. le kickboxing professionnel était légal. Le kickboxing amateur vient de devenir légal à cause de la fédération. Le Muay Thai n'est même pas encore légal ici.
Ok. C'est stupide, mais le Muay Thai amateur n'est pas légal professionnel non plus. Si on voulait progresser, mais c'était des combats qui étaient interclubs, les fameux smokers, comme on appelle. Dans le fond, Il n'y a pas de j'affrontais- gagnant, je pense. Là. Il n'y a pas de gagnant. Il y a pas Ouais. de gagnant. Puis les premiers combats que j'ai faits, premiers combats officiels que j'ai faits, j'avais 17 ans. Je me souviens, il avait fallu que mes parents signent une décharge. Ben, avec raison, moi je trouve. Je suis arrivé à la maison et puis le coach que j'avais à cette époque-là, c'était Maître Fernand Morneau. Puis il y avait certaines histoires farfelues par rapport à lui que mes parents avaient entendues aussi. C'était quoi les histoires? Ben, il était ramancheur, un Kiro, puis Ok, il y avait pas... Le sorcier du village un peu, là. Ouais, exact, c'était sorti du village. Il faisait des plantes avec des 2 litres de Pepsi, l'exemple. Tu sais, c'était... Mais par contre, je l'ai vu faire des choses assez spéciales. J'ai vu des gens rentrer là en chaise roulante, puis descendre les marches à pied après, là. Tu sais, je l'ai vu de mes yeux, là. Fait que c'est Ok. quand même... Selon moi, c'était 50-50, là. Il y avait des choses qu'il fallait prendre, d'autres choses qu'il fallait que tu laisses. Puis mes parents, ils étaient conscients de ça. Fait que quand je suis arrivé, je pense que c'était peut-être une semaine ou 2 avant de quitter pour la Californie. C'était en Californie en plus. Puis 2 semaines avant, j'arrive à la maison, puis je leur dis, bon, ben, regarde, maman, papa, je veux faire ça de ma vie, tu sais, je veux faire du full contact, ça me fait triper. Puis, fait que les autres, ils avaient fait le lien directement avec mon coach et sa réputation. Fait qu'on était partis ensemble, puis on avait été voir mon coach. Puis Fernand, je sais pas si tu as déjà rencontré Fernand. Je l'ai rencontré 2-3 fois, mais vraiment, j'ai jamais eu de conversation Ok. très longue avec. Mais c'est un gars, Il a un style incroyable, C'est un gars charmant, il a un style incroyable. Ben ouais, ses cheveux, Sa sa petite moustache, moustache. ouais, Ouais. respect. Puis, exact. Puis regarde, il avait convaincu mes parents, il avait dit à mes parents que je m'entraînais très fort, puis il avait dit ce qu'il fallait dire finalement. Ok. Puis ça avait commencé par là, j'avais été en Californie. Et puis la première compétition, je pense que c'était des run robins. Fait que tant que tu gagnais, tu te battais. Puis moi, j'étais 155 livres dans ce temps-là. Je me souviens, le premier combat, une bonne histoire, une petite anecdote. J'étais avec mon coach, Simon Fournier, il me suivait partout. On était entrés dans l'ascenseur. Puis il y avait un gars qui était dans l'ascenseur avec nous. Un gars, regarde, il était en chest, là. Il avait un gros chest, il avait des épaules, il avait 8 abs. Là. Puis Simon, il avait commencé à parler avec, puis il avait parlé, OK, est-ce que tu combats cette année? Puis ouais, je me bats à 155 livres. Moi, je parle anglais un petit peu, fait que j'avais compris que ce gars-là, j'allais l'affronter si moi je gagnais. Mais tu sais, regarde, c'était mon premier combat. Fait que là, après ça, on débarque de l'ascenseur. Simon, il me dit, ce gars-là, c'est une machine, c'est un dangereux, puis je pense qu'il se bat dans ta catégorie, vous êtes le même poids. Là, on s'en va voir la feuille. Mon premier combat, c'est contre lui. C'est contre lui, regarde. Fait, à partir de là, j'ai flippé ma switch, j'imagine, puis je me suis concentré, j'ai pas capoté, rien. On commence à combattre. Le premier coup de pied qu'il me donne, au niveau des cuisses, je le bloque. Son tibia pogne mon genou, il s'est cassé le tibia. Le premier coup, là, je me sentais on top of the world. Puis j'ai fait 2-3 combats après ça, puis j'ai démoli les gars, la première ronde, puis deuxième ronde. Ma confiance a monté. C'était une bonne stratégie. En bloquant. C'est sûr que c'est sur vidéo à quelque part parce que Le moi, gars avec les 8 abdos qui. Yes! Ah ouais, puis... T'as-tu gagné cette compétition-là? Pardon? Avais-tu gagné cette compétition-là? Avant de perdre contre Kevin Lee, j'avais jamais perdu. J'ai peut-être gagné mes combats amateurs. Puis, regarde, je revois le moment dans ma tête. Là, c'est comme s'il s'en allait frapper un ballon. Là. Je l'ai vu venir 100 000 à l'heure. Puis j'ai levé mon genou. Il a frappé mon genou. J'ai levé mon genou. Son tibia, il a frappé mon genou. Puis regarde, ça a fait le son que ça a fait. Puis l'image que j'avais après, je veux dire, un tibia cassé, on a tous vu ça. Là, qu'est-ce que ça a de l'air? Là. Ok, c'est vraiment cassé le tibia. Regarde, tu prends un bas, tu mets une balle dans le fond, une balle de poule dans le fond, mais c'était ça. Là, je veux dire, son tibia, il était un petit peu comme Anderson Silva. Là. Ok, tabarouette, Oh, ok. ouais. Puis suite après, je l'ai comme pas réalisé, fait que je suis retourné dans mon coin, puis je regardais mon coach, je me disais, ok, est-ce qu'il s'est relevé, est-ce qu'on recommence? J'avais pas réalisé que le gars, j'avais entendu le son. Il faisait son Peter Griffin juste en arrière. Puis regarde, finalement, mon coach m'avait demandé, puis regarde, il m'avait regardé, puis c'est fini, là, il va pas se rebattre. Fait qu'à partir de là, regarde, j'ai vraiment cru que j'étais le meilleur au monde.
Puis les 2-3 combats d'après ça, c'était... j'ai dominé, là. J'ai blessé les gens, là. OK. Ouais, fait que ça, c'est un beau souvenir. J'aimerais ça avoir la vidéo de ça. J'aimerais ça avoir la vidéo de tous mes combats amateurs. Est-ce que t'es as, toi, ou t'as-tu plusieurs de Mes tes combats combats? amateurs? Peut-être mon père les a. Ouais. Je sais pas, faudrait que je lui demande. Sûrement mon Sur père les a. VHS, à quelque part, j'imagine. Ben non, là, je suis pas si vieux, là. Mais... Ah oui. mais il doit les avoir à quelque part. Je vais lui demander, juste pour le fun, là. Mais toi, t'as fait combien de combats amateurs avant de... J'ai fait, je te dirais facilement, au moins 30 combats. Ok. Au moins 30 combats dans le système de boxe chinoise. En boxe chinois, c'est ça, pas en MMA. Là. Boxe chinoise, j'ai fait au moins pas loin de 20 combats, facile. OK. Ouais, fait que j'ai fait 5-6 compétitions. Baltimore, Californie. J'ai toujours super bien performé. À chaque fois qu'on arrivait là, Fernand, c'était notre maître, fait qu'on avait tous les cheveux rasés. On avait tout un kimono. Comment ça, lui, il avait le droit de pas avoir de cheveux rasés puis d'avoir une chevelure incroyable? À ce moment-là, on se posait pas la question. Tout ce que tu le disais, on le faisait, mais pour l'esprit d'équipe, je veux dire, à chaque fois qu'on entrait dans l'hôtel, on était 10 fighters ensemble, tous les cheveux rasés, tout habillés pareil. C'est sûr que ça avait un bel impact au niveau des autres équipes. Là, je veux dire, ils nous prenaient pas à la légère. Là. Puis, au fur et à mesure qu'on faisait des compétitions, souvent c'était les mêmes combattants qui revenaient. Puis, on faisait vraiment bien, on était vraiment bien entraînés, on était vraiment bien préparés. Puis je pense qu'il y a certains combats qu'on a faits qui étaient gagnés d'avance. Là. Le gars nous voyait, puis il savait qu'il allait être là pour un gros combat. Là. J'ai fait une trentaine de combats. J'ai fait 4-5 de combats de Muay Thai aussi. Ensuite, j'ai transitionné vers les arts martiaux mixtes. C'est quoi la raison pourquoi t'es allé dans les arts martiaux mixtes? La première histoire, la première raison pourquoi je suis allé au gym, c'est que je sortais en ville, j'avais sorti en ville, puis je m'étais bagarré. Puis mon coach... C'est ça à 14 ans, tu veux dire? J'avais 15-16 ans peut-être, Okay. ouais, autour de là. Puis j'avais combattu dans la rue, ce qu'il faut pas vraiment faire, mais j'avais bien fait. Puis le coach m'avait vu, il m'avait donné sa carte, je m'étais présenté. Attends. Wow, Lévi, là. Vas-y. Tu pensais pas te donner le détail dans cette histoire-là, là. Let's go. Je t'écoute, on est Tu là t'es pour battu ça, dans là. la rue. Je me suis battu dans la rue. Ben, Ouais. de quoi ton coach? C'est Ben, Fernand, ça? c'était pas mon coach dans ce temps-là, c'était Simon Fournier. OK. Je pense, Ben, je c'est pense quoi, que lui, tu il se connais. promenait il se promenait dans la rue ou... Il se promenait dans la rue, puis regarde, il a vu la bataille. il a vu ça, il était impressed? Mon frère était là aussi, puis tu sais, je pense que on était... je sais pas, il a vu quelque chose qui l'a intéressé, il était venu nous voir, puis il avait dit « Je donne des courses à la rue Témiscouata, à Saint-Ludger, puis vous devriez venir voir ça. » Puis depuis ce temps-là, regarde, j'ai pas arrêté, là. Ça fait 20 ans de ça, puis c'est vraiment comme ça a commencé. Sinon, j'aurais peut-être jamais fait d'arts martiaux, là, who knows. Ça, tu sais que cette histoire-là, là, Ouais. c'est le rêve de tous les gros attardés qui se battent dans la rue, ça. Peut-être, mais il faut Que pas genre se battre un dans la jour, rue. qu'il y a quelqu'un qui dit « Toi, t'as du potentiel. » Puis Ouais. il me voir à mon gym, puis là, qui devient C'est ça Karate qui s'est Kid, là. passé, c'est ça qui est arrivé. C'est vraiment ça qui est arrivé. Fait que regarde, je pense que j'étais peut-être à la bonne place au bon moment. Mais avant ça, je jouais au basketball. Fait que ça Ok. n'avait aucun rapport avec le full contact. Là. Vraiment pas. T'étais-tu un bum quand t'étais jeune ou... Ben, on a toutes eu des périodes un petit peu bonnes, là. Mhm. Mais non, j'ai toujours été respectueux. J'ai toujours... ça, regarde, on a toutes fait nos conneries. On a tout essayé certaines choses dans la vie qu'il n'aurait pas fallu essayer. Mais bum, je me considère pas... non, je considérais pas que j'étais un bum. Vraiment pas. J'étais respectueux, je faisais du sport. J'étais pas super bon à l'école. Mais non, je suis pas un bum. À moi, c'est quoi un bum pour toi? Ben, c'est ça, quelqu'un qui se bat dans la rue à chaque Non. semaine, là, tu sais. Je me battais pour me défendre. OK. Ouais. Une autre histoire, à un moment donné, je m'étais fait écœurer C'est sur en l'heure du craquant lunch. ses doigts. Ouais, je m'excuse. Je m'étais fait écœurer sur l'heure du lunch, puis nous autres, on avait un gros tunnel dans notre école secondaire. C'était une espèce de tunnel. Puis le gars m'avait dit, on va se rejoindre à 4 heures dans le tunnel, puis on va se battre là. Puis le premier réflexe que j'avais dans la rue, ou bref, à l'école, se battre dans la rue comme ça, c'était frappe le premier, puis frappe le plus souvent possible, puis frappe le plus longtemps possible. C'était ça le réflexe. J'avais aucune technique. Mais ce gars-là, il avait des lunettes, fait que j'avais même pris le temps d'enlever ses lunettes, puis j'avais commencé à me battre avec.
T'es quand même J'ai une bonne enlevé ses personne, lunettes. finalement. Ouais. Ouais. Mais je me défendais. C'est lui qui m'avait cherché. Hmm. Ouais. J'étais pas un baveux, j'étais pas un bully. Je me défendais. J'étais toute maigre. J'étais petit. J'étais pas très beau. Puis là, ok, je voulais pas que t'ailles jusque-là, là, mais quasiment une petite larme qui coule. Non. Euh, Puis là, c'est quoi le rapport avec le MMA? Pourquoi tu as commencé le J'ai MMA? fait, à 18 ans, quand j'étais arrivé à Rivière-du-Loup, j'avais besoin d'autre chose. Puis je voyais TKO à l'époque. Je pense que TKO était déjà commencé. Mais, Georges, étais-tu connu avant que tu commences Georges le n'était MMA? pas connu. Ok. Non. Georges n'était pas connu. Je pense que. Non, c'était même pas TKO, c'était UCC. Il y avait David Loiseau dans cette ligue-là. Il y avait tous les classiques, là, Steve Claveau. Puis je voyais ça. Puis avec le succès que j'avais eu, je me disais, regarde, pour moi, je serais peut-être capable de faire ça moi aussi. Puis à cette époque-là, à Rivière-du-Loup, il y avait aucun coach de Jiu-Jitsu, il n'y avait aucun coach de sol. J'avais essayé le judo, mais j'avais pas accroché sur le judo. Puis j'avais tout lâché là-bas. J'avais de l'argent collé dans mon compte de banque, je travaillais sur un cultivateur. Puis je m'étais amené, j'étais parti de Rivière-du-Loup, j'avais déménagé à Montréal, je m'étais trouvé une chambre sur le plateau Mont-Royal. Puis j'avais commencé tout de suite à m'entraîner au Tristar. C'est le premier club que j'ai fait dans le martial mix. C'est le club Tristar. Dans ce temps-là, le Tristar, il était tout petit. Là, mais... C'est-tu Ferraz qui l'avait, le Tristar, dans ce temps-là? Non, je pense que c'était encore Conrad qui l'avait. Ok. Je pense qu'il y avait un partenaire avec lui aussi. Le coach, c'était Angelo Exarchakis. C'était un purple belt en dessous de Renzo Gracie. À l'époque, c'était être purple belt en BJJ, c'était énorme. Puis j'avais été au Tristar. Les premières fois que je suis rentré là, je pense que j'avais... Les premières compétitions de boxe chinois, j'avais fait à Montréal. Yves Jabouin faisait de la boxe chinoise aussi. Puis quand j'étais rentré au Tristar, il me semble qu'Yves était là. Puis je pense qu'Yves, il avait peut-être dit aux gars que j'avais des combats, puis blablabla. Puis je me suis fait tester très rapide. Là. J'avais mis les gants avec Ferraz, puis c'était... Ah ouais. Pas Ouais, il y a beaucoup de monde qui m'ont dit que dans le temps, là, les premiers sparring, là, c'était comme tu te faisais... Ouais, exactement. Tu passais le test, je pense que... Je sais pas si c'était vraiment volontaire. Je pense qu'eux aussi, ça leur faisait plaisir d'avoir du nouveau monde qui avait beaucoup de cœur. Fait que je pense que c'était un nouveau style à travers leur gym aussi. Puis lorsque j'ai commencé à m'entraîner là, j'ai commencé à faire le jiu-jitsu. Je faisais le muay thai aussi, de la boxe aussi. Mais je me suis rendu compte que le style que la boxe chinoise m'avait donné, c'était pas assez. Les règles en boxe chinoise, t'as 3 secondes pour commencer le combat. Fait que t'es à peu près une distance de punch, puis t'as 3 secondes pour faire une attaque. Fait que Ok, c'est de l'action non-stop. c'est de l'action non-stop. C'est un petit peu street fight, on peut dire. Il n'y a pas beaucoup de footwork. Mais regarde, aussitôt que le combat commence, tout de suite après que c'est commencé, tu peux quand même commencer à te déplacer, puis à jouer tes armes, puis toute la quête. Mais tu as 3 secondes face à face avant que l'arbitre te dise, ben, regarde, il faut... Que tu fais les... C'est ça, là, regarde, les c'est gars. Let's go, on se bat, tu sais. Vous êtes ici pour vous donner des câlins. Puis ça, ben, je pense que je suis resté avec un bon moment. Même quand je faisais le sparring, mon but, c'était de tout rusher les choses avec les combats que j'avais eu avant. J'avais cet instinct-là. Je n'étais pas capable de relaxer en sparring. Si tu n'es pas capable de relaxer en arts martiaux mix, tu vas pas survivre. Fait que j'avais tout refait ma game, pour vrai. Là, je veux dire, Fait que si je comprends bien, ton premier sparring avec Ferraz, ça a été mal pour toi. Là. c'est l'enfer. Ah ouais? Ma jambe gauche, là, c'était... C'est quoi? C'est parce que tu rushais trop, t'as gas out? C'est vraiment techniquement que... J'ai gas out, c'est peut-être le niveau n'était pas le même aussi. Ferraz, il était compétent, il était plus compétent que moi à l'époque au niveau stand-up. Puis la fatigue aussi, j'ai peut-être gas out. Puis je peux pas dire les raisons techniques à 100%, mais je me souviens très bien que ça avait été difficile. Mais 2-3 jours après, j'étais retourné. Ouais, ça t'a juste ouvert les yeux au fond. Exact. Tu sais, je veux dire, j'étais pas... on parlait de cœur tout à l'heure. C'est la règle première, je pense, pour un combattant. C'est avoir un cœur énorme. Si t'as pas de cœur, tu vas pas... Puis c'est ça, j'étais retourné une couple de jours après. Puis je pense que Ferraz l'avait vu aussi, puis tous les gens là-bas l'avaient vu.
Puis à partir de là, je pense que j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, puis j'ai continué de m'entraîner, progresser. Puis toi, t'étais dans le camp de... C'était quel combat de Georges que t'es dans son camp? J'ai été, la fois que j'ai le plus travaillé avec Georges, c'était pour le combat de Thiago Alves. OK. Thiago Alves, il avait une bonne jambe gauche, il avait un bon switch kick, j'avais une bonne jambe gauche. Il avait spoté quelque chose, je pense, qui l'intéressait. Et le premier combat que j'ai commencé, le premier round que j'ai fait avec Georges, c'était pour son combat revanche contre Matt Serra. OK. Ouais, Ouais, je vois la ressemblance. Ouais, j'étais rentré... Merci. J'étais la main droite, hein? Ça, hein? ouais c'est... Mais je me souviens, ça aussi, c'était un beau moment de ma vie aussi, là, dans les arts martiaux mixtes. J'étais rentré au Tristar, j'avais été dans le vestiaire. Firas il était rentré derrière moi. Il m'avait dit, Lévi, j'ai besoin de toi aujourd'hui pour faire des rondes avec Georges. J'avais regardé Georges, avec Georges Saint-Pierre. Puis là, regarde, la patate avait commencé. Georges, il était champion. Il avait battu Matthews. Il s'était fait battre contre Matt Serra après. Mhm. Puis là, il préparait sa rédemption finalement. Là. Puis c'était la première fois que j'ai fait sparring avec Georges. À partir de ce moment-là, je pense que la chimie était belle. Georges, il m'aimait bien aussi. Puis ensuite, après Matt Serra, je pense qu'il a affronté BJ Penn. Après ça, il a affronté Thiago Alves. Après ça, il a affronté John Fitch. Après ça, c'était Don Hardy. Fait que j'ai travaillé avec Georges au moins pendant 5-6 combats. Là. Facile. On faisait au moins 4-5 rounds ensemble par semaine, je dirais. C'était le même jour. Les sparring étaient le même jour. C'était le mardi, c'était le vendredi aussi. Des fois, c'était le samedi. Des fois, c'était au club de boxe Grant aussi. Il nous a de la rejoindre là-bas. Puis, ouais. T'es-tu allé en voyage aussi avec lui au... Je suis allé à New York pour le camp contre Dan Hardy. Il y avait moi qui était monté. Il y avait Mendel aussi, Mendel Nalo, qui était monté aussi. Puis ça avait été une belle expérience pour nous autres. Puis je pense qu'il nous avait invités aussi pour le Ultimate Fighter qu'il avait fait contre BJ Penn. Je pense que ça n'avait pas marché au niveau de la production. Puis il voulait qu'on est là pour sparer avec les gars. Avec les gars. Parce qu'il nous avait dit, il avait dit Lévi, puis il y avait McDessie aussi, Mendel. Il avait dit, les gars, votre niveau debout est vraiment très bon à comparer au gars qu'il y a là-bas. Par contre, il avait dit, le niveau grappling là-bas, il est beaucoup supérieur au vôtre. Mais moi, je vous emmènerais juste pour le stand-up. Ça n'avait pas fonctionné, je pense que c'était au niveau de la production. Puis c'est pas arrivé. Mais la seule fois que j'étais allé à l'extérieur avec Georges, c'était pour Dan Hardy. Ok, je pensais aussi que t'étais allé t'entraîner avec Cerrone puis pendant un de ses camps. C'était eux qui étaient venus. Ok, c'est Cerrone qui était venu. C'était eux qui étaient venus, ouais. Cerrone, Rashad Evans était venu. Il y avait Nate Marquardt aussi. Je faisais partie de cette équipe de sparring. Là. C'était très intense. Puis moi, dans ce temps-là, moi, je veux dire, regarde, je réalisais comme pas trop ce qui m'arrivait. C'est qui ces gars-là, ouais. Exact. Sauf que, regarde, le but premier que j'avais, c'est faire travailler ces gars-là. Si tu es fait travailler, ils vont te rappeler. Ils vont te demander pour un autre round. Si toi, tu fais des rounds avec eux, mais c'est sûr qu'à un moment donné, mon niveau, il allait augmenter. Mm-hmm. Mais le Tristar, même si c'était plus petit dans ce temps-là, il y avait quand même il y avait un niveau incroyable qui venait. Le Cowboy Cerrone, je m'en souviens. On avait fait quelques rounds avec. T'as-tu bien été avec lui? Ça avait bien été. Ouais. Je m'en souviens pas à 100%, mais regarde, si ça aurait mal été, je pense que je m'en souviendrais peut-être un petit peu plus. Puis, ça a été qui ton round le plus difficile? Rory McDonald. Ouais? Ouais. Rory. En sparring, tu parles globalement de tout le temps? Sparring. Ouais, c'était Rory, c'est sûr. Ouais, j'avais de la misère avec sa distance, avec son jab. C'est vraiment lui qui m'a donné le plus de misère. Je sais pas si toi c'est la même chose, mais il manage vraiment bien la distance. Puis quand il est loin, puis que tu essaies de rentrer à l'intérieur, il va te donner un tip, il va te donner un push kick la jambe en arrière. Puis j'ai comme jamais été capable de solutionner ça. J'avais sparé beaucoup avec Rory quand il s'était préparé contre BJ Penn, à cause de la boxe. Puis c'était le camp d'entraînement le plus dur de ma vie. Là. Je pense que j'ai eu mal au nez pendant un mois et demi. Là. Ah ouais, ouais. Il y avait tout un jab, puis je l'ai jamais solutionné. Puis même quand on faisait des petits gants le lundi, là, je veux dire, j'étais pas...
Je sais pas, des fois tu croises quelqu'un que même si tu essaies, tu vas jamais être capable Ouais. de Un trouver la style solution. différent, peut-être Ouais. aussi tu sais, le match-up qui est différent. Exact. Hmm. Avec Mendel, ça allait bien. Je sais que maintenant, Mendel, il y a très peu de monde qui sont capables de lui donner de la misère. Mais dans ce temps-là, c'était pas le Mendel qui est devenu maintenant non plus. Mhm. Mais avec Mendel, ça allait quand même bien aussi. Avec tous les autres gars, avec tout McDessie, puis Richie, puis ça allait super bien. Là, je sais pas. Mais je pense que en tout cas, dans le domaine du stand-up au Tristar, là, c'est pas mal Mandel, c'est pas mal. Ben là, maintenant, il y a Nasrat aussi qui est très, très, très avancé. Nordine était très Ouais. solide. Ben, il l'est encore, là. Ouais. Mais je me souviens des rondes avec Nordine aussi qu'on a fait. C'était. Ouais, toi, ça devait être la Troisième Guerre mondiale, toi, puis Nordine, là. J'avais toujours les rondes dures. J'avais toujours. Dans ce temps-là, Firas, il Il y avait le tableau, un ça, gros dans tableau, ouais. exact. Fait que tu décidais rien, là. Je veux dire, t'arrivais à l'avance, tu te réchauffais. Firas, il arrivait, il s'assoyait, il mettait tous les noms des personnes présentes. Il faisait les matchs dans sa tête. Il les écrivait, il mettait le tableau sur le mur. T'avais rien à dire. Puis moi, regarde, j'avais souvent les rondes difficiles. J'avais toujours les rondes avec ceux qui vont se battre dans les prochaines semaines. Mhm. Fait que toutes les rondes que je faisais, c'était avec des gens qui étaient très compétents. Là. Nordine aussi, c'était pas très facile. Sauf que c'était plus facile de trouver des solutions que contre Rory. Rory, je pense que c'est son contrôle de la distance. Il est vraiment. Ouais. Georges il est super respectueux. Tu sais, je veux dire, s'il aurait voulu me battre pendant 3 rondes de 5 minutes, il l'aurait fait. Là. C'est juste que Georges, à l'entraînement, il travaille souvent ses faiblesses aussi. Il ne travaille pas toujours ses qualités. Il travaille. C'est des choses spécifiques sur lesquelles il va travailler. Il ne va pas toujours essayer de gagner les rondes, selon moi. Parce qu'il pourrait le faire là, s'il essayait. Mais Ouais, non, je suis d'accord avec lui. Il est vraiment ouvert par rapport à ça. Tu sais, ça lui dérange pas que le monde passe sa garde. Ça lui dérange pas que le monde prenne dans des mauvaises positions puis essaie de sortir. Là. Qu'est-ce qui est vraiment drôle, c'est que souvent le monde qui passe sa garde puis qu'il laisse passer sa garde, après 2 secondes après, il va voir son ami pour dire Hey, j'ai passé la garde à Georges. Je pense que j'ai sûrement été un de ces gars-là à un moment donné aussi au début quand je me suis entraîné avec lui. Là. Une fois, je pense qu'il avait essayé un double leg, mais je pense que c'était super lazy comme double leg. Puis j'avais le double underhook. J'avais le double underhook, puis je l'avais reviré sur son dos. Fait que là, ça avait été très drôle. Tout le monde était parti à rire. Mais Firas était un petit peu fâché, par exemple. Ah ouais. Parce que, ouais, il s'en allait se battre, genre, dans les prochaines semaines. Je sais pas, je lui ai fait un double leg lazy. Quelque chose comme ça, puis je l'avais reviré. Puis pendant que j'étais sur le top, je réalisais comme pas, mais une minute après, c'était moi qui étais par terre. C'était moi qui. Ça, c'était un lundi, c'était avec les petits gants. C'était des beaux souvenirs quand même. Fait que là, t'es allé au Tristar. T'as fait combien de temps avant de faire ton premier combat amateur? Amateur. MMA, ouais. Amateur, MMA, je te dirais facilement 3-4 ans. C'était long, hein? Ton premier combat amateur, tu l'as fait 4 ans après être arrivé au Tristar. Ouais, je dirais que oui, j'ai peut-être de la misère un petit peu avec le temps, là, mais c'était au moins 3-4 ans. Tabarouette. Ouais. C'était quoi la ligue? C'était Fight Quest? C'était Fight Quest, ouais. J'avais affronté un gars qui avait battu tous les gars du Tristar avant. Il s'appelait Ron McNutt. Il avait fait une coupe de combat, puis il avait battu certains représentants du Tristar. Puis le premier combat que j'ai fait, j'étais main event contre ce gars-là. Je l'ai su après. C'est quoi tu l'as su après? Je l'ai su après que Ron McNutt, il avait battu quelques représentants du Tristar. Mais comment ça t'a pris tant de temps que ça? C'est-tu parce que c'est-tu ta décision ou c'est parce qu'il voulait vraiment attendre que tu sois prêt? Ben, je pense que quand je suis arrivé au Tristar, il n'y avait pas vraiment de Fight Quest non plus. Il n'y avait pas vraiment. J'aurais pu faire du Jiu-Jitsu parce qu'il y avait des super fights en BJJ. J'aurais pu faire de la boxe aussi, mais c'est pas ça que je voulais faire. C'était les arts martiaux mix. Puis aussitôt que Fight Quest est arrivé, le Fight Quest 2 ou 3, ils m'ont mis sur la carte. Puis j'ai combattu le même soir que McDessie. J'ai fait la finale de McDessie et Richie, quand même. Non, wow. Fight Quest. T'es impressionné, hein? Quand même, ouais. Ouais. Fait que t'as fait combien de combats amateurs, toi? MMA? Ouais. J'en ai fait 4. 4 Ok. à Fight Quest. Ouais, c'était 4 victoires.
T'en as fait 4, puis après, t'es allé pro. Ça, encore une fois, de Fight Quest à pro, ça a pris Ben, c'est 2, ça, parce 3 que ans. j'ai de la misère à Avec le temps, hein? gager, puisque je m'en souviens que moi, quand j'étais pro, me semble que t'étais pro, tu venais juste de commencer. Mais moi, ça faisait des années que j'étais là. Ben, je sais. Ouais. Mais. Fait que c'est quoi, c'est juste que ça t'a pris vraiment du temps. Je pense que j'étais peut-être dans l'ombre de certains athlètes. Tu sais, il y avait Magdessi a passé pro avant moi, Richie a passé pro avant moi, Nordine a passé pro avant moi aussi. Puis je pense que, regarde, Firas, c'était vraiment très dur aussi pour qu'il te montre professionnel aussi. Je crois que c'est encore comme ça, puis c'est une bonne idée aussi, c'est pas un jeu. Mais je pense que c'est ça, je sais pas, je mettais peut-être pas assez de pression à Firas aussi, tu sais, je veux dire, moi j'avais l'esprit martial, puis je me disais, regarde, le jour que je vais être prête, il va te le dire. il va m'en parler. Puis ça s'est fait comment, la transition d'amateur à professionnel, c'est les gars qui voyaient que, regarde, à chaque entraînement, j'étais là, puis ils me demandaient c'est quand ton prochain combat, mais tu sais, c'est parce que fait quoi, j'étais extrêmement dur à matcher aussi, il y avait pas vraiment personne qui voulait m'affronter, je pense, au niveau amateur. Puis j'ai continué de m'entraîner quand même, je me présentais à chaque séance, puis à un moment donné, c'est Thierry Kenville qui il voyait bien que je faisais bien, puis que je m'entraînais fort, puis j'étais discipliné. Puis, lui, il avait parlé à Mitch, qui avait parlé à Firas ensuite. Puis 3-4 mois après, j'étais pro, puis j'avais un combat de cédulé une couple de semaines après. Là. Puis c'est où tes premiers combats pro? Le premier combat pro, c'est Ringside. Ah, c'était avec Ringside. Ouais, Puis Ringside après, t'es allé avec... avec Instinct. Ok, c'est ça, avec Instinct. Ouais. Ok. C'est là que tu t'es battu... Non, c'est pas là que tu t'es battu contre Kevin. À Instinct, je me suis battu avec Kevin. Ok, Ouais. fait que c'est ton 3e combat pro, tu t'es Exact. battu contre Kevin. À mon 2e combat pro, j'avais affronté Pete Martin. C'était un gars du gym à Vandeli Silva et Damien Maya à Vegas. Oh, wow. Ce gars-là s'est battu à Bellator. Je pense qu'une victoire à Bellator. Fait que j'ai jamais eu de match facile, je te dirais. Là, je veux dire, je l'avais battu au 2e round. Puis, c'est pour ça que je te dis, c'est quand je mets tout ensemble, ça me ramène mes petits regrets. Je veux dire, Kevin Lee, il s'est rendu au UFC. Et Pete Martin, un gars que j'ai battu, qui s'est rendu à Bellator. Ça aurait très bien pu être moi si j'avais continué. C'est quand je pense à des petites choses comme ça que j'ai un petit peu plus de regrets. Sinon, je suis en paix. Là. Fait que c'est ça, j'ai fait un combat à Ringside à Québec. J'ai fait 2 combats avec Instinct. Ouais. Il me restait un combat avec Instinct. Je l'ai jamais fait. Répète ça. Tu te restais un combat avec Instinct? Il me restait un combat avec Instinct, je l'ai jamais fait. Je pense qu'il m'avait offert, tu vas rire, pour mon 3e combat, je pense qu'il m'avait offert Mansour. Parce que tous les deux, on avait perdu. Mansour Barnaoui? Exact. Ah, wow! My God! Ouais, non, c'est ouais. pas des combats faciles, là. Je pense que, je sais pas, je pense que le promoteur, je sais pas, il m'aimait peut-être pas, là, je sais pas. Ou ben, regarde, Mais tu parles de Stéphane, là? Ben, regarde, c'était lui le promoteur à l'époque. Non, mais parce que Mais, il savait qu'on était amis, c'est pour ça qu'il t'aimait pas. on se connaissait un petit peu, on Dans avait ce déjà temps-là. parlé ensemble. Ouais, dans ça, là, on se C'est connaissait notre un histoire peu. avec Richard. Hein? De temps en temps. Hein? Puis, Je pense que je faisais bien un petit peu contre toi aussi au début. ben, au début, au début, ouais. tu m'explosais la gueule. Mais Là, ensuite, ça- Mais c'est amateur, je m'en souviens que c'était qui t'avait amené au H2O? C'était-tu JP? Je pense que c'était JP. Ça se peut que ce soit Ouais. JP. Joe Goulet, peut-être, je sais pas. Ouais, il t'avait amené au H2O, puis il a dit, ah, lui, il est bon debout. Puis là, je fais, ah ouais, si, ben moi aussi. Mais j'étais amateur dans ce temps-là, j'étais jamais allé au Tristar, puis je savais même pas c'était quoi un bon niveau debout, tu sais. Ouais. Puis, ouais, je pense que c'est un de mes premiers gros coups de poing que j'étais comme, ok, ça fait mal ça. Ouais, super. Ouais. Puis là, t'es revenu t'entraîner avec nous, je pense, quand t'étais en pause, ça se peut-tu? Exactement, je pense que c'était parmi mes premiers... regarde, je m'entraînais quand même avec mes élèves une fois de temps en temps. Je me maintenais en forme avec mes élèves. Je faisais du sparring. Je faisais du sparring avec eux. Quand j'ai demandé de l'aide à Richard avec Joanie, j'ai commencé à fréquenter le H2O un petit peu plus souvent. Puis c'est là que Richard il m'a invité à un de tes Shark Tank. Ça... Je pensais que j'avais cassé le dos, là. Ouais. Regarde, je pense que c'était peut-être la 3e ou 4e fois que j'y allais. Puis que, regarde, tu m'avais fait. C'est un judo throw, hein, je pense que tu m'avais fait. J'étais tombé sur ton poignet. Là, j'étais comme, man, il est-tu correct?
Je pense que t'avais eu peur. Ben oui, j'avais eu Hein? peur, Je tu pense que criais, t'avais pis t'étais peur. comme je bouge plus. Je voulais pas bouger. C'était comme si j'avais le feu dans tout mon dos. Ouais. Je voulais pas bouger. J'avais peur de me relever au cas où Ouais, de mais quoi je pense de que plus grave arrive. ça avait juste été stiff finalement. Là. Ouais, exact. C'était comme une espèce de grosse passe. Mhm. Tu sais, je pense que je tombais en vacances là, ce jour même en plus. J'avais T'en passé as-tu des passé des vacances. belles vacances? Moi qui aime les glissades d'eau. J'avais pratiquement pas pu y aller, man. Ah, Tu sais, ouais. J'étais pas capable de. Juste embarquer dans mon auto, c'était terrible. Ça a été comme ça au moins une dizaine de jours. Là. Tabarouette. Ouais. À partir de là, j'ai dit, OK, t'as plus rapport avec ces gars-là, Lévi. Man, ça Ouais, fait quand même tu de la fasses peine autre que chose. t'avais pas pu faire des glissades d'eau pendant tes vacances, parce que je Ouais. sais ton amour envers les glissades. Hein? C'est quoi cette affaire-là? Pourquoi t'aimes les glissades d'eau de même? Pourquoi j'aime les glissades d'eau? Peut-être parce que je n'ai jamais fait quand j'étais jeune. Puis quand j'ai commencé à faire des sous puis à avoir des enfants, mais j'ai commencé à aller dans les glissades d'eau. Puis c'est une des seules choses qui me ramène dans mon enfance. C'est une des seules choses aussi que j'ai aucune gêne. Là, tu sais, je me lâche, j'ai du fun, j'ai du plaisir, puis je ris. Là. Je viens de m'acheter une piscine, j'aurai pas de glissade. Mais c'est pas Tu viens de grave. t'acheter une piscine? Ouais, je viens de s'acheter une piscine. Elle va être installée au mois de fin mai, début juin. Mais on va quand même prendre notre carte à Bromont. Ok, nice. Pour les glissades. Ouais. Si on retourne aux arts martiaux, c'est ça. J'ai fait 3 combats professionnels. Le dernier avec Kevin Lee. Puis c'est ensuite à ça que j'ai commencé à coacher un petit peu plus. Mhm. Ouais. Puis ensuite, j'ai été retourné à H2O pour spar avec toi. Ça, parce que pendant un moment, quand même, t'avais un gym à toi. Mhm. Puis là, je pense que ça a pu marcher. Puis là, présentement, ça fait quoi? Ça fait 1 an ou 2 que tu donnes des cours Ça avec fait Fernand? 3 ans que je suis à Kanawaki Ok, déjà. ça fait 3 ans que tu étais à Kanawagi. Ouais. Puis là, je pense que c'est le temps de. Si tu veux plugger des affaires, là, si tu veux plugger tes cours, je pense que c'est le temps de le faire. C'est quand même 55 minutes, 56 minutes. Là. Ah ouais. Fait que, Les cours à Kanawaki sont le mardi, mercredi et vendredi. Il y a des semaines que c'est le mardi et le vendredi. Il y a des tout semaines, dépendant c'est- de ton horaire. c'est Exactement, c'est tout dépendant de mon horaire. C'est des cours, on est une super belle gang. C'est des gens compétents. Il y a certaines. Regarde, c'est pas un gym. C'est un gym de combattants. C'est un gym. On est 10-12 gars qui viennent à chaque semaine, qui travaillent très fort. Un nouveau qui a jamais fait d'arts martiaux qui rentre à ce gym-là, avec mes cours à moi, ça se peut qu'il soit un petit peu perdu. Mais je vais lui dire, regarde, ici on est en école. Je sais que tu veux faire de la pub, mais souvent les gens qui viennent nous rejoindre maintenant, les nouveaux membres, c'est des gens qui sont combattants. C'est des gens Ok. qui ont fait des combats et puis qui viennent nous rejoindre, ils entendent parler de nous, puis ils voient les résultats. Puis Puis ils viennent toi, nous tu rejoindre. donnes-tu des cours privés ou. Je donne des cours privés seulement pour les combattants. J'ai plus vraiment le temps de donner des cours Oh, privés wow. à Ok, tabarouette. monsieur tout le monde. Ouais, je suis quand même occupé. Ouais, quand même. Ton but, ça serait-tu de laisser ta job puis devenir un coach à temps plein ou. Ça serait ça le but. Ça serait peut-être. Qu'est-ce qui est difficile pour moi, c'est que j'ai pas de gym à moi. Mhm. J'ai pas de gym que c'est mon logo. Puis si je voudrais faire ça en temps plein, faudrait que je m'ouvre un gym, faudrait que je m'ouvre ma propre place à moi. Je suis ami beaucoup avec Richard, je suis ami avec le Tristar aussi. Ça serait peut-être difficile pour moi tu sais, je voudrais pas. Ouais, tu peux pas venir à Montréal. Non, c'est Ouais. ça, je voudrais pas leur couper les ailes finalement. Puis éventuellement, j'aimerais ça ouvrir quelque chose, ça arrive sud. Mais en ce moment, c'est pratiquement mon gym à moi, sauf que je le fais pas à temps plein. Ok. Chez à Kanawaki. Mais le but optime, le rêve de jeunesse, ça serait de gagner ma vie avec ça, là, à travers les arts martiaux, puis de faire découvrir la passion, donner 3-4 cours par jour. Puis, j'aimerais ça faire ça. Là. Ouais. Étape par étape, I guess. Ok. J'imagine. Bon, mais cool. Hey, merci d'être venu Plaisir, merci en à toi. cette journée pas tant fabuleuse, en fait. Là. C'est incroyable. Ouais, il neige beaucoup. Fait que c'est ça. Là, on sait pas si tes athlètes ont gagné ce jeudi, mais on va le savoir quand le monde va écouter. Fait que bonne chance à White Lion puis à Pierre aussi Merci. pour leur combat jeudi, Merci. même si ça va être en retard. Donc, merci d'avoir été là. Puis, c'est ça, tu reviendras. Ben là, de toute façon, nous, on va faire de quoi d'autre. Là. On va Ouais. dire nos pics. Là. Mais sinon, merci d'avoir été là, tout le monde, d'avoir écouté ça.
Nous, on va se revoir sûrement dans 2 semaines. Donc, merci d'avoir écouté ce magnifique podcast. Bye bye.